Mesdames et messieurs, hier j'ai enregistré l'une des vidéos les plus inattendues et stupéfiantes de mes 25 années de carrière. Et j'étais déjà prêt à la publier. Mais à la sensation s'est ajoutée une autre sensation peut-être encore plus scandaleuse et stupéfiante. C'est pourquoi j'ai ajouté quelques lignes aujourd'hui. Vous verrez la vidéo d'hier où je serai habillé différemment et à la fin, il y aura un ajout que j'enregistre aujourd'hui. Et voici cette vidéo. Ce sujet concerne à la fois les politiciens, les stars, la psychologie, l'Amérique du XXIe siècle et les présidents. En gros, regardez Sensation 1, puis à la fin vous verrez Sensation 2. Bonjour mesdames et messieurs, au micro, Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Honnêtement, je n'arrive même pas à croire moi-même ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais tout cela n'est pas inventé. Tout est confirmé par des faits, tout est confirmé par des vidéos, des enregistrements audio et de nombreux autres témoignages. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, nous parlons du fait que, peut-être, Whitney Houston et Michael Jackson ont été assassinés. Et que cela a été planifié et fait par la même personne. Planifié, je ne sais pas, mais fait. Eh bien, commençons par le début. Aujourd'hui, l'Amérique ne suit pas seulement la politique. Et il y a aussi le procès contre Diddy. Cela signifie Sean Combs? Eh bien, c'est probablement l'une des personnes les plus influentes de l'industrie du divertissement aux États-Unis, et donc du monde entier. Pourquoi ce processus occupe-t-il l'esprit, les esprits et les cœurs de millions de personnes? J'espère que vous allez bientôt le comprendre. Les célébrités hollywoodiennes sont bien familières avec les scandales, et en raison de leur statut élevé, elles deviennent souvent des cibles. Mais maintenant, alors que plusieurs accusations éclatent autour d'un célèbre producteur musical et icône du hip-hop, il devra peut-être bientôt répondre lui-même de ses actes. Il s'est servi de son entreprise, de ses employés et de ses proches pour atteindre ses objectifs. Il y a un an, Sean Combs se tenait sur Times Square et recevait la clé de la ville de New York. Aujourd'hui, il a été inculpé et comparaîtra devant le tribunal. Le procureur du district sud de New York, Damian Williams, parle de Sean Combs, âgé de 54 ans, également connu sous le nom de Diddy, musicien, producteur et magnate des affaires, qui est devenu l'une des figures les plus marquantes du hip-hop. New York, nous l'avons fait. Harlem, nous l'avons fait. Monteverde, nous l'avons fait. Bronx, nous l'avons fait. Allons-y, la clé de la ville. Oui, oui, oui. Cependant, Compsa fait désormais face à une accusation fédérale de trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et de racket. C'est-à-dire que Diddy faisait venir des filles soit aux États-Unis, soit les transportait à travers le pays, il les exploitait et en plus, il protégeait ses collègues dans le métier. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour répondre à cette question, nous devons revenir à la façon dont Combs a gravi les échelons à Hollywood, juste ici, dans ce coin. Entrez, je vous en prie. Diddy est née à Harlem. Après que son père ait été tué, elle est entrée dans une école catholique pour garçons, puis elle est allée à l'université Howard. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à organiser ses soirées et Diddy a toujours été l'âme de la compagnie. Comment ça va les gars? Je vous parle en direct de Londres, incroyablement humble, reconnaissant et béni. Je viens d'être nommé aux Grammy Awards. Finalement, il a obtenu un stage chez et c'est là que sa carrière musicale a commencé. Le lauréat d'aujourd'hui est le premier rappeur masculin à recevoir une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, Sean Diddy Combs. Sur le boulevard Hollywood, l'une des étoiles porte son nom. Une étoile sur le boulevard. En 1990, il travaille comme directeur des talents chez Uptown, mais le véritable succès arrive 3 ans plus tard, lorsqu'il fonde Bad Boy Entertainment. À partir de ce moment-là, tout explose littéralement.
Il signe des artistes en tant que producteur tels que Notorious B.I.G., Asherah, Mary J. Blige. Sean Combs était au sommet du monde musical, tout en combinant musique et mode avec sa marque Sean John, dont il est le fondateur. Année 1990, tout ce qu'il touchait, il avait vraiment le don d'or. On l'appelait le garçon en or, il transformait en or tout ce qu'il touchait. Il avait des relations très publiques. Il y a Kim Porter, je pense que tout le monde se souvient de sa relation avec Jennifer Lopez. Il a 7 enfants et il est vraiment fier, du moins publiquement, de participer à leur vie en tant que père. Ce n'est un secret pour personne à quel point Combs est influent dans l'industrie musicale et du divertissement, et pas seulement grâce à son propre travail. Il savait simplement repérer les talents. À un moment donné, Diddy avait la main sur la carrière de chacun. Apparemment, tous les artistes classés avaient déjà été membres de Bad Boy. Il se crée une telle image que les gens pensent qu'il voudrait être à sa place. Il vit la vie dont les gens rêvent. Tout est glamour, voyages autour du monde, détente sur des yachts et tenues élégantes. Il était connu pour ses fêtes. Le problème, c'est que lorsque tu as une telle culture et qu'il n'y a personne pour te dire non, pas de limite ni de mentor, tout devient de plus en plus extrême. Les fêtes les plus folles se déroulent chez Diddy, c'est bien connu. Voilà. Au fur et à mesure que la gloire et la richesse de Combs grandissaient, Ross et son cercle de connaissances aussi. Et les rumeurs sur ces tristement célèbres fêtes se répandaient rapidement. Je ne peux pas en dire beaucoup, donc Et ça non plus, je ne peux pas le raconter. Tout le monde connaissait les tristement célèbres soirées de Diddy et à un moment donné, tout le monde voulait aller à ces fêtes parce que toutes les personnes les plus célèbres y allaient. Toute la liste. Peut-on énumérer les célébrités qui y venaient? Cependant, il y avait des rumeurs selon lesquelles ces fêtes, auxquelles assistaient les plus grandes stars du show business, n'étaient pas tout à fait des soirées mondaines ordinaires. On disait qu'elles avaient un côté sombre. C'est-à-dire qu'après Epstein, ils ont commencé à promouvoir d'autres spécialistes à satisfaire les puissants et les riches. Il y a toujours eu des rumeurs et des commérages sur ce qui se passe aux soirées de Diddy après minuit, comment tout peut devenir vraiment fou là-bas, ainsi que sur des cas de violence sexuelle et d'abus. Ces rumeurs et histoires réapparaissaient, mais presque, elles apparaissaient et disparaissaient rapidement dans l'ombre. Je pense que beaucoup fermaient simplement les yeux là-dessus ou considéraient que ces histoires étaient trop folles. Attention. Son mentorat et son interaction avec les étoiles montantes attiraient également l'attention. As-tu déjà regardé le film 48 heures? Maintenant, il a ses propres 48 heures avec Diddy. Tu sais où on traîne et ce qu'on fait? Eh bien, on ne peut pas vraiment en dire trop, mais je dirais que c'est clairement le rêve de tout gamin de 15 ans. En fait, je ne suis pas officiellement son tuteur, mais pour les 48 prochaines heures, il est avec moi. Et on compte bien s'éclater à fond, devenir complètement fou. Fille, garçon, 13 ans, 15 ans. Les jeux Aventura vont bientôt être rendus publics avec leur... Combs et Ventura annoncent bientôt publiquement leur relation, mais après quelques années, ils y mettent soudainement fin. Malgré des décennies de hauts et de bas dans leur relation, il n'y a jamais eu de mariage ni d'enfants et ils ont fini par se séparer. Alors vous commencez à vous demander ce qui se passe vraiment dans cette relation? Mais même si leur relation s'est terminée, ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. À la fin de l'année 2023, Ventura dépose une plainte sensationnelle contre Sean Combs qui change tout et vous n'allez pas croire de quoi elle l'accuse. C'est à partir de là, avec la plainte déposée par l'ami de Diddy avec qui il a passé 10 ans, que sa chute a réellement commencé, sa chute. J'ai réglé 525 millions de dollars. Diddy comprend, mais il craint que je le démasque. J'ai vu de la cocaïne liquide, j'en ai moi-même bu en faisant l'amour avec Diddy et Casey. Je comprends, c'est mauvais, il boit tout le temps. À un moment donné, Sean Diddy Combs était l'un des magnates du hip-hop les plus riches. Des années sous les projecteurs lui ont apporté à la fois le succès et des échecs. Mais il semblait toujours s'en sortir indemne. Jusqu'en 2023,
lorsque sa puissante influence a commencé à s'effondrer sur fond d'un procès scandaleux. C'est une chose de donner une interview ou d'écrire quelque chose sur Internet et d'accuser quelqu'un, mais quand une plainte judiciaire apparaît, à mon avis, c'est une démarche très, très forte. Cassie a fait preuve d'un courage incroyable en mettant son histoire sur papier. Dans sa plainte civile, Cassie a déclaré avoir été victime de violences, d'agressions sexuelles et de viols de la part de Didi. Cassie a affirmé avoir été victime d'exploitation sexuelle, qu'on l'a forcée à avoir des rapports sexuels avec des hommes prostitués, qu'elle a reçu des menaces et qu'elle a subi des violences. En résumé, elle déclare que tout cela appartenait à un vaste système criminel continu. D'après la plainte de Cassie, nous avons appris qu'elle avait essayé de sortir avec le rappeur Kid Cudi et que Didi Yacobi avait fait exploser sa voiture et lui avait dit qu'il comptait le faire. On dit qu'elle a vraiment subi sa maltraitance sous une forme très grave. Il lui a apparemment fallu des années pour trouver le courage d'en parler. Dans le contexte du mouvement où l'on parle de croire les femmes et les victimes, beaucoup de gens n'ont pas cru Cassie. Évidemment, de nombreux fans de Didi pensaient dès qu'elle inventait tout ça, qu'elle voulait juste prendre une part du gâteau. Mais d'autres témoignages ont commencé à apparaître. Bien que la plainte de Ventura ait été réglée très rapidement, cela a déclenché une série d'événements. Plusieurs autres personnes ont également intenté des poursuites et formulé leurs propres accusations, dont l'une a certainement suscité beaucoup d'étonnement. Parmi eux, Rodney Jones, un producteur musical, était probablement le plus célèbre. Dans la plainte civile de Rodney Jones, il affirme qu'il y avait de la prostitution, de la traite des êtres humains selon le schéma de RICA et peut-être même du trafic de mineurs. Il a lui-même été une victime car on l'a aussi forcé à accomplir des actes sexuels. Arrête de jouer, tu as entendu. Les gars, parlons vite de notre affaire. Je veux ce chèque, aucune harmonie humaine, je parle juste comme un rappeur, je veux cet argent pour lundi. Little Road décrit en détail la violence, les menaces, le vol d'argent chez Little Road et comment Didi l'a simplement jeté, le considérant comme un type bizarre et un suiveur qui essaie juste d'obtenir de l'argent. Mais il confirme les paroles de Cassie. Je pense qu'après que la plainte de Cassie a été réglée, d'autres personnes ont aussi commencé à déposer des plaintes, dans l'espoir que leurs affaires leur rapporteraient également un gros paiement. Don Richard affirme également avoir été témoin du fait que Combs avait des relations sexuelles avec de jeunes filles. Mais ensuite, le plus grand scandale a éclaté. Le 17 mai 2024, publie une vidéo de la caméra de surveillance de 2016, dans laquelle, apparemment, Combs bat violemment Cassandra Ventura dans le couloir d'un hôtel. Quand ils ont vu cette vidéo avec elle à l'hôtel et comment Didi la frappait et lui donnait des coups de pied au visage, il lui a vraiment donné des coups de pied au visage. Cela a complètement changé l'attitude envers ses accusations et je pense que cela a définitivement convaincu tout le monde. Ah non. Lecture de l'acte d'accusation sur 3 chefs d'accusation, dans lequel Sean Combs est accusé de complot en vue de racket, de trafic sexuel et de transport à travers les frontières des États à des fins de prostitution. 6 mois après les perquisitions dans les maisons de Sean Diddy Combs et une vague de procès, le 16 septembre 2024, celui qui s'est autoproclamé mauvais garçon pour toujours est officiellement arrêté sur des accusations fédérales. Au moins depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, Combs a soumis ses victimes à la violence, aux menaces et à la contrainte pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes. Sean Combs dirigeait et participait à un complot criminel lié au racket, utilisant son empire commercial pour commettre des activités criminelles, y compris la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l'entrave à la justice. Mais il y a un élément de l'acte d'accusation qui ressort plus que tout. Ce sont les soi-disant freak-off. Je pense que les freak-off étaient la partie la plus choquante de l'accusation. Il est connu pour organiser des fêtes sauvages. Le fait que Didi se filmait lui-même et les autres en vidéo montrait qu'il pensait qu'il ne se ferait jamais attraper.
Combs a utilisé la menace de la force et la contrainte pour obliger les victimes à participer à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculin. Il faisait passer certaines personnes à travers les frontières des États et l'enregistrait souvent en vidéo. En gros, le gouvernement affirme qu'il existe une organisation criminelle dirigée par Combs qui transporte des femmes et des hommes prostitués dans le but d'organiser ces fêtes bizarres, ces soirées sexuelles où les gens sont drogués et font l'amour pendant des jours entiers. Alors, Didi a été arrêté. Tout Hollywood et toute l'industrie musicale ne parlent que de ça. Eh bien, quand on n'en parle pas, c'est que c'est vraiment horrible. Actuellement, notre gouvernement est à la Maison-Blanche. Mais au tribunal, il se passe soudain quelque chose de tout à fait inattendu. En tant que témoin arrive un rappeur qui, avec Eminem, partage probablement la première place mondiale en termes de vente. Aujourd'hui, il n'y a plus de disques ni d'albums. C'est probablement ce qu'on appelle, c'est Kanye West. Kanye est absolument imprévisible. Mais là, je dirais qu'il a vraiment dépassé toutes les attentes. Kanye West vient tout juste de tout bouleverser. La salle d'audience avec ses pieds sur la tête. Ce qui avait commencé comme un témoignage contre les crimes présumés de Didi s'est transformé en quelque chose de bien plus, d'encore plus explosif. Kanye a accusé Clive Davis d'avoir organisé la mort de Whitney Houston. Le juge était stupéfait. Les procureurs ne savaient pas que Kanye West Tichina... Et rien de moins. L'affaire de trafic sexuel, de drogue et de corruption de mineurs s'est transformée en une affaire de meurtre de l'une des stars les plus aimées et vénérées d'Amérique, Whitney Houston. Selon Kanye, tout ce que nous pensions savoir sur la fin tragique de Whitney n'était qu'un écran de fumée et il affirme que Clive Davis a tout planifié. Dans cette vidéo, nous analyserons la déclaration choc de Kanye au tribunal et les preuves appuyant ces graves accusations. Sombre. La synchronisation de la soirée de Clive avant les Grammy et pourquoi Kanye pense que c'est justement Clive le véritable marionnettiste des secrets les plus sombres de l'industrie musicale. Vous voulez connaître la vérité? A demandé Kanye en retirant ses lunettes de soleil et en regardant directement les jurés. Sachez que l'affaire ne concerne pas uniquement Didi. Tout est bien plus vaste, beaucoup plus vaste. Tout remonte à Whitney Houston, tout remonte à Clive Davis. Des cris de surprise ont retenti dans la salle d'audience. Même le juge s'est renversé dans son fauteuil, stupéfait. Les avocats des deux parties semblaient perplexes, certains même inquiets. Kanye ne se contentait plus de témoigner, il venait de lâcher une bombe. Pendant 14 ans, nous avons vécu dans une grande maison à Woodland Hills, sous Los Angeles, avec 7 chambres, un court de tennis, une piscine presque olympique et des frais d'arrosage du terrain très élevés. Nos voisins étaient les Kardashian. La plupart des gens qui vivent en Amérique connaissent les Kardashian, je pense qu'à l'étranger, les jeunes aussi les connaissent. Oui, je dirais la branche cadette des Kardashian. À travers notre cours de tennis, il y avait toujours des gens assez drôles qui traînaient chez eux. De mon point de vue, des filles et des garçons avec des anneaux dans le nez, dans les lèvres, dans les dents, avec les cheveux teints. Des tatouages sur des parties du corps incroyablement inconfortables, de mon point de vue. Il passait par chez nous parce que mon petit-fils aîné, alors âgé de 15 ans, peut-être 16, était ami avec quelqu'un du même âge de la famille de la Kardashian. Un jour, je suis entré dans sa chambre. Nous vivions au 2e étage, tandis que ma fille et son fils, eux, étaient donc au 1er. J'entre dans sa chambre, l'une des pièces qui s'y trouvait. Et là, sur le lit, allongé au-dessus, il y avait un grand homme noir avec des cheveux teints. Et dans la pièce voisine, une compagnie était assise et regardait quelque chose avec intérêt sur l'ordinateur. La compagnie de Nick avait tous un look de rappeur, les pantalons baissés jusqu'aux fesses pour qu'on voie la fente. Tout était si grand, énorme et ridicule. Dans la pièce, il y avait une odeur persistante de bonne marijuana, pas de la camelote en fait.
Donc, il a trouvé Nick effaçant l'ordinateur, il a croisé son regard, a montré du doigt sa chambre et a demandé sévèrement « Qui est-ce » Donc, c'est Kanye, m'a répondu mon petit-fils. Qui Kanye West? Je suis censé savoir qui c'est? Ai-je demandé, et en voyant les visages stupéfaits de toute la compagnie, j'ai compris que j'étais censé savoir qui c'était. Après une courte pause, mon petit-fils a essayé d'expliquer « Mais tu m'as déjà parlé de Michel-Ange, ne tu te souviens ?» Eh bien, eux. Il a désigné la compagnie rassemblée du doigt. Ils ne connaissent pas Michel-Ange, mais tous sauf toi, et peut-être aussi grand-mère, tout le monde sait qui est Connie West. Et là, je me suis souvenu, j'ai dit « Le mari de Kardashian, c'est ça ?» Les gens ont souri. Ils ont compris que je n'étais pas complètement à côté de la plaque. La fois suivante, j'ai vu un cheval à la Maison Blanche, donc dans le bureau ovale, et maintenant, donc, c'est la 3e fois. Il a montré à travers toute la salle. Et il a dit « Vous persistez à poser des questions sur Didi comme s'il était le dirigeant principal. » Mais ce n'est pas le cas, il n'est qu'une marionnette. Le vrai marionnettiste, c'est Clive Davis. Salle d'audience a explosé de l'équipe juridique. Les objections ont commencé à pleuvoir, mais Kanye ne s'est pas arrêté. Sa voix devenait de plus en plus forte et tendue. Il a mentionné le week-end des Grammy 2012, une mort soudaine. Whitney Houston et maintenant tristement célèbre la fête de Clive Davis à la veille des Grammy qui se poursuivait à seulement quelques étages en dessous de son corps sans vie. Vous voulez dire qu'une personne meurt à l'étage et vous faites la fête en bas? Ce n'est pas un hommage, c'est un rituel. Je ne pense pas qu'il y ait eu dans le monde du divertissement un événement plus marquant que ce que Kanye a fait au tribunal. Eh bien, peut-être quand, l'une après l'autre, les stars du cinéma américain racontaient qu'elles avaient obtenu les rôles qui les ont rendus mondialement célèbres dans le lit de Harvey Weinstein d'ailleurs, mon homonyme, et Tin n'est pas un parent. Est-ce que tu les attirais là-bas, Harvey? Non, je ne les attirais pas. Elles faisèrent la queue, rêvaient d'être attirées, d'être invitées, rêvaient de gloire, d'argent, rêvaient de luxe. Et elles attendaient le petit doigt de Harvey qui les désignait, et elles accouraient, nerveuses, arrachant les derniers morceaux de leurs vêtements. Mais maintenant, ce n'est plus du sexe, c'est déjà un meurtre. Puis Kanye a décrit comment, à son avis, l'industrie musicale est dirigée comme une organisation de l'ombre avec des pervers qui décident qui sera autorisé à vivre et qui mourra. Selon lui, selon ses mots, Whitney était là, au bord de révéler quelque chose de bien plus profond. Elle en savait trop. Elle se débattait, et quand tu te débats, ils te détruisent, a-t-il déclaré. Un silence pesant s'est installé dans la salle d'audience. Les jurés étaient assis, les yeux grands ouverts. Certains se penchaient en avant, d'autres étaient manifestement bouleversés. Kanye a transformé ce qui devait être un témoignage à charge contre Didi en une véritable dénonciation de Clive Davis et de l'industrie prétendument bâtie sur les victimes et le silence. En ouvrant cette porte, Kanye a refusé de la fermer. Il a transformé toute son intervention en un manifeste improvisé contre Clive Davis, traçant des parallèles sinistres entre ce qui est arrivé à Whitney Houston et ce qui, selon lui, a failli lui arriver à lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes les légendes meurent pauvres, malades ou seules? A-t-il demandé dans la salle d'audience? Parce qu'ils n'ont jamais contrôlé leur vie. On les manipulait, on les dirigeait, on les poussait. Et quand ils sortaient du cadre, on les éliminait. Je ne peux pas imaginer ce qui se passait dans la salle d'audience. Comme ceux qui étaient là-bas, ils saisissaient chaque mot, essayant de s'en souvenir pour pouvoir ensuite raconter. Pour pouvoir ensuite raconter toute leur vie. Kanye a ensuite raconté les événements du 11 février. Kanye a ensuite raconté les événements du 11 février 2012. Il a raconté aux jurés comment Whitney a été retrouvée face contre le fond de la baignoire, comment les ambulanciers sont arrivés trop tard et comment Clive Davis a continué sa fête juste un étage plus bas.
Ce n'était pas du chagrin, ce n'était pas du respect, c'était de l'arrogance, c'était une démonstration de pouvoir dans toute sa splendeur, a-t-il dit. Il a dit que Whitney avait tenté de prévenir les autres. Kanye, il a fait référence à une vidéo devenue virale où Whitney interrompt une interview 2 jours avant sa mort, murmure quelque chose à Brandy et apparemment prononce le mot « noyé ». Vous croyez qu'elle l'ignorait, a-t-il questionné? Kanye, c'était un appel à l'aide et personne n'a répondu. Puis il a avancé encore. Affirmation inquiétante. Selon Kanye, quelques heures avant sa mort, Whitney a appelé l'un de ses proches et a laissé un message vocal mystérieux. Il affirme que l'appel a été effacé de ses enregistrements. Un appel n'est pas supprimé ainsi, sauf s'il contient quelque chose de spécial. Quelque chose qu'ils ne veulent pas que quelqu'un entende, a insisté Kanye. Quand on lui a demandé qui étaient ces gens, Kanye a répondu « ceux ». Et pour qui travaille Clive? Ceux qui dirigent cette affaire depuis bien avant que la plupart d'entre vous ne soyez nés. Kanye a terminé cela. Kanye a conclu son témoignage en affirmant que Diddy est coupable, mais pas le seul. Vous regardez un monstre, mais quelqu'un l'a rendu ainsi. Kanye a insisté sur son point de vue, qualifiant la mort de Whitney Houston de faisant partie d'un certain schéma. Il a cité des exemples tels que des noms comme Michael Jackson et Prince, affirmant qu'eux aussi ont été sacrifiés pour le pouvoir et l'argent. Ils ont tous essayé de résister. Vous pensez que le prince voulait mourir seul dans un ascenseur? Vous pensez que Michael voulait quitter la vie comme ça? Oui, laissez tomber, a-t-il dit. Kanye a affirmé que Whitney a été réduite au silence parce qu'elle a refusé de se taire. Elle avait les siens, des démons, oui, mais elle essayait de s'en sortir. Elle faisait des plans, elle contactait des gens, elle prenait des notes, elle se préparait à parler. Puis il a accusé Clive Davis de contrôler son catalogue, sa réputation et, en fin de compte, sa succession. Kanye a cité l'exemple de l'augmentation des ventes posthumes de Whitney, profitant à la fortune croissante de Clive. Morte, elle valait plus que vivante, et il le savait, a-t-il dit. Il a évoqué Bobby Christina, la fille de Whitney, qui est décédée dans des circonstances terriblement similaires. Circumstances. La même baignoire, les mêmes drogues, le même silence, a dit Kanye. Sa voix tremblait. Si ce n'est pas une régularité, alors je ne sais pas ce qu'est une régularité. Le silence règne dans la salle de la galerie. D'après les informations, un des jurés avait les larmes aux yeux. On prit la parole, des larmes. Kanye a terminé en disant « Vous pouvez me traiter de fou, vous pouvez dire que je tire des conclusions tirées par les cheveux, mais demandez-vous combien de coïncidences il faut pour qu'il y ait un complot. » Lorsqu'il est descendu de la tribune, toute la salle d'audience est restée immobile. Diddy regardait dans le vide, ses avocats étaient manifestement bouleversés. Et le public? Ils répandirent déjà les paroles de Kanye comme un feu de forêt. Whitney Houston, icône, la voix de l'Amérique, le cœur de la nation, l'âme et la douleur, un talent incroyable. Lorsque les déclarations de Kanye West contre Diddy se sont poursuivies, l'affaire a pris une tournure choquante et totalement inattendue. Initialement, l'affaire concernait un réseau accusé de violence, de contrôle et de traite des êtres humains. Kanye a soudainement changé de sujet. Un silence s'est installé dans la salle d'audience, il s'est penché vers le micro et a dit d'un ton sérieux « Soyons honnêtes, Diddy n'est pas celui qui tire toutes les ficelles. Ici, tout est bien plus profond, beaucoup plus profond. Je parle de Clive Davis, ce nom a retenti comme une véritable bombe. » Des exclamations de surprise ont parcouru la salle. Même Diddy, qui jusque-là s'agitait nerveusement pendant les projections, s'est figé et, l'air stupéfait, s'est tourné vers ses avocats. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter dans la salle d'audience, plongé dans un silence tendu. Puis Kanye a continué, sa voix est devenue plus ferme. Il a commencé à raconter qu'il a qualifié de sombre un courant dans l'industrie musicale dont Whitney Houston elle-même essayait de s'échapper. Whitney savait, affirmait Kanye. Elle a essayé de partir, elle a essayé de parler, et vous savez tous ce qui s'est passé. Il affirmait que sa mort soudaine, lorsqu'on l'a retrouvée face contre le fond de la baignoire, seulement quelques heures avant la fête organisée par Clive Davis dans le même hôtel, n'était pas simplement une tragédie, mais une action planifiée.
Puis Kanye a mentionné cette tristement célèbre fête à la veille des Grammy en disant qu'il ne s'agissait pas d'un hommage, mais d'un rituel. Vous pensez que c'est une coïncidence qu'elle soit morte dans cet hôtel et que la fête ait continué? Ce n'est pas du chagrin, c'est du contrôle, c'est du pouvoir, c'est un message. Les procureurs ont échangé des regards étonnés. Kanye n'a prévenu personne que cela allait être dit, mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Cette fête était un masque. La vraie célébration n'était pas en bas, elle était en haut. Cette femme était déjà partie, et il savait qu'elle n'était plus là. Il dansait pendant qu'elle reposait en haut, froide. Clive savait, tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. À ce moment-là, Didi était clairement bouleversé, mais pas à cause des accusations de Kanye contre lui. Cela l'avait complètement déstabilisé. Le simple changement de focus de Kanye, il laissait clairement entendre qu'une figure plus importante se cachait dans les coulisses et, selon lui, cette figure était Clive Davis. Les avocats de la défense ont protesté, tentant de faire revenir les témoignages à Didi. Mais le juge a permis à Kanye de terminer sa pensée, car ses déclarations concernaient la culture de l'intimidation dans l'industrie, ce qui était un sujet clé de l'affaire. À la fin, Kanye a regardé à travers toute la salle d'audience et a demandé « Vous voulez savoir pourquoi il ne m'est pas arrivé la même chose qu'à Michael Jackson ou à Whitney? Parce que j'ai arrêté de jouer selon leurs règles ?» Il a fait une pause, puis il a prononcé la phrase la plus effrayante de la journée « Clive Davis n'est pas un mentor, c'est un architecte. » Et ses plans sont faits de silence et de baignoire. Après la déclaration explosive de Kanye, les fonctionnaires judiciaires ont de nouveau diffusé une série d'extraits de documentaires et de témoignages de témoins oculaires sur la nuit de la mort de Whitney. Houston, objectif, vérifié. Ou infirmer l'hypothèse de Kanye selon laquelle la mort de Whitney n'était pas accidentelle. Les jurés observaient silencieusement les images des caméras de surveillance où était enregistrée l'évolution chaotique des événements à l'hôtel Beverly Hilton. Son assistante a découvert le corps à 15h30 et déjà à 17h. 55e. Whitney Houston a été officiellement déclarée morte. Mais ce qui a le plus frappé, ce n'est pas seulement l'emploi du temps des événements, c'était l'atmosphère après ce qui s'est passé. Malgré la mort, Whitney l'après-soirée, Clive Davis, a eu lieu comme prévu seulement quelques heures plus tard dans le même hôtel. Selon plusieurs témoins, dont le personnel et la sécurité de l'hôtel, le corps est resté dans la chambre à l'étage. Pendant que les célébrités dansaient et posaient pour des photos et levaient leurs verres de champagne. Certains des invités affirment qu'ils n'ont même pas su qu'elle était morte avant le lendemain du matin. D'autres ont dit qu'ils avaient appris ce qui s'était passé et qu'ils étaient horrifiés que la fête n'ait pas été annulée. Un vieil ami de Whitney a raconté au tribunal qu'elle n'aurait jamais voulu que le spectacle continue. Ce n'était pas elle, c'était eux. Quand on lui a demandé qui étaient ces gens, elle a répondu franchement, « Les gens qui gagnaient de l'argent sur moi, que je sois vivante ou morte. » Ensuite, dans la salle d'audience, on a montré des extraits du tristement célèbre entretien dans lequel Whitney interrompt la prestation médiatique de Clive avec Brandy, avec Monique. Les images, montrées seulement 2 jours avant sa mort, capturent le moment où Whitney remet un mot à Brandy et répète plusieurs fois le mot « se noyer ». Les spectateurs étaient stupéfaits. L'un des experts analystes a dit aux jurés qu'une telle répétition dans ce contexte pouvait indiquer un pressentiment ou une peur. Comme si elle savait, a-t-il dit. Les premières déclarations de Kanye ont commencé à sembler non pas simplement comme un déferlement sauvage d'émotions, mais plutôt comme un lien de connexion. Surtout lorsque l'on a lu à haute voix une ancienne interview de Chaka Khan où elle décrivait la fête de Clive comme une véritable folie, affirmant que cela ressemblait plus à un sacrifice qu'à un hommage. À la mémoire. L'allusion était sombre. La mort de Whitney était connue, attendue et, dans un certain sens troublant, acceptée, non pas avec deuil, mais avec célébration. Clive Davis a refusé de témoigner au tribunal invoquant des problèmes de santé, mais cela n'a pas empêché les procureurs de se tourner l'attention sur l'apparence extérieure des événements et sur l'argent. Après la mort de Whitney, les ventes de ses albums ont explosé. Les accords de licence ont été révisés, des redevances ont été versées, la machine posthume s'est mise à rapporter de l'argent. Et qui est devenu le principal bénéficiaire de cette flambée financière? Clive Davis.
À ce moment-là, la salle d'audience s'était déjà remise du choc. Personne ne s'attendait à ce que Kanye revienne à la barre pour un deuxième tour de témoignage, cette fois avec un objectif précis. Dans le fait que les observateurs, qu'ils ont qualifiés de bombes soigneusement calculées, Kanye a élargi ses accusations. Clive Davis ne tirait pas seulement les ficelles lui-même, il utilisait aussi Diddy. La salle d'audience a explosé, les avocats de Diddy ont crié, exprimant des protestations et exigeant des explications sur la pertinence, mais Kanye a continué d'insister que Diddy était un bouc émissaire, un paravent. Celui qu'ils utilisaient pour s'approcher de personnes comme Whitney, comme Michael. Et si vous ne me croyez pas, demandez Fahima Muhammad. Le nom Fahim Muhammad a immédiatement attiré l'attention. Ancien chef, le chef de la sécurité, aussi bien de Michael Jackson que de Diddy, Fahim a déjà été mentionné dans la plainte civile de Lil Rhoda comme une personne capable de faire disparaître des gens et des problèmes. Kanye affirmait que Fahim n'était pas simplement... Il était un mentor, un homme, qui avec une incroyable... qui est passé précisément de l'entourage de Jackson à l'entourage d'Eddie. Ensuite, Kanye a fait sa déclaration la plus accusatrice. J'ai entendu l'enregistrement du dernier appel téléphonique de Michael et deviné de qui il essayait de mettre les gens en garde. À propos de Clive Davis, pas du Dr Murray ou de Sonny, un souffle de surprise a traversé la salle. Selon Kanye, pendant les dernières semaines de la vie de Michael, il est devenu paranoïaque. Il croyait, non sans raison, être surveillé et que ses conversations étaient enregistrées et qu'on le contrôlait. Michael, il disait « Ils me suivent » et il parlait de Clive, pas au sens figuré, sans sous-entendu. Et maintenant, ils ont annoncé que Michael Jackson avait aussi été tué sur ordre de Clive Davis. Ensuite, les procureurs ont montré une vidéo de Kanye tirée d'une vieille interview dans laquelle il disait « Les gens qui ont fait disparaître Michael, ce sont les mêmes qui essaient de me faire taire. » Le tribunal est désormais absorbé par le récit. Kanye observait comment les liens entre les figures influentes de l'industrie, les conservateurs et les morts inexpliqués commençaient à sembler non seulement des spéculations, mais quelque chose de bien plus sinistre. S'agissait-il d'une théorie du complot ou de la dernière tentative désespérée de l'artiste pour retrouver la vérité? Maintenant, cette question se posait devant le jury. Lorsque Kanye West a quitté la barre des témoins, un murmure s'est élevé dans la salle d'audience, mais l'accusation ne s'est pas arrêtée là. Pour confirmer sa déclaration, ils ont appelé à la barre un psychiatre judiciaire qui avait étudié les schémas comportementaux de Whitney Houston ces derniers temps. L'expert, qui a examiné des heures d'entretien, des notes personnelles dans le journal intime et des témoignages de témoins oculaires, a dressé un tableau effrayant. Elle présentait des signes de paranoïa extrême, a déclaré l'expert. Elle était convaincue qu'on la surveillait, que son téléphone était sur écoute, que c'est... Poursuivre. Puis l'accusation a inclus un extrait de l'interview de 2012, de l'année qui était auparavant passée inaperçue. Ou Whitney, ils veulent me faire taire, me réduire au silence. Quand on lui a demandé qui était Ncélel, Whitney a refusé de donner des noms, mais ses yeux disaient tout par eux-mêmes. On pouvait y lire la peur qu'aucune gloire ne pouvait cacher. Apparaît tristement une interview célèbre avec Brandy que l'on montre à nouveau. Whitney remet un message mystérieux à la caméra seulement 2 jours avant sa mort. De nombreuses années, pendant longtemps, les fans se sont interrogés sur le contenu de ce message. Maintenant, Kanye West affirme qu'il a parlé à un proche de Brandy qui lui a dit que Whitney avait griffonné ce message. « Ne fais pas confiance à Clive, j'ai besoin d'aide. » Mesdames et messieurs, je ne sais pas à quel point ces noms vous intéressent. Whitney Houston, Michael Jackson, Prince... Venu au tribunal. Raconter la drogue, la violence, les humiliations lors des soirées chez Diddy et aussi dans sa vie privée. Brusquement, rarement une histoire a autant d'intrigues et autant de célébrités. Juridiquement inutile, mais autorisé par le juge. Ils ont essayé de faire taire, et moi aussi, a commencé Kanye. Sa voix était calme. Whitney, Michael, Prince. Ils voulaient réussir, mais ont été mis de côté.
Il a accusé l'industrie musicale d'agir comme un cartel en qualifiant Clive Davis de marionnettiste et Diddy d'exécutant. Kanye affirmait que Diddy n'avait pas organisé cette fête de son propre gré. Il l'a organisée parce qu'il y a été contraint. Voilà. C'est ce qui arrive lorsqu'on passe un pacte exclusif avec les démons. Kanye a de nouveau pointé du doigt Fahima Muhammad, affirmant que celui-ci communiquait un lien entre la chute de Michael Jackson et le scandale actuel autour de Diddy. Comment un diplômé d'école de commerce de 20 ans passe du campus à la sécurité de Michael Jackson puis à celle de Diddy? Soit c'est un génie, soit c'est un marionnettiste de l'ombre. Mais la déclaration la plus stupéfiante de Kanye est venue à la fin de son discours. « Je sais que vous voulez tous me faire passer pour un fou. Vous avez fait la même chose avec Ye, avec Michael, avec Whitney. Mais voici la différence. Je respire encore et je n'ai pas l'intention de me taire. Parce que le silence, c'est leur façon de gagner et je ne les laisserai pas gagner. » Le juge a annoncé une pause jusqu'au lendemain, mais les discussions ont continué. Je ne vais pas me taire, a dit Kanye. Si vous avez compris, les procureurs et Kanye Voice n'ont pas annoncé de quoi il allait en fait parler. Tout le monde pensait qu'il allait simplement donner des témoignages à propos de Diddy, et je pense qu'ils avaient peur qu'on l'arrête. Personne dans la salle ne s'y attendait, personne ne s'y attendait. Ni le juge, ni personne. La défense a essayé de l'arrêter, mais l'histoire a été racontée, c'était fait. Et maintenant, mesdames et messieurs, attendons la suite des événements. Encore une fois, il est rare d'avoir des histoires aussi dramatiques avec autant de célébrités mondiales. Au revoir, s'il y a quelque chose de nouveau, quand il y aura quelque chose de nouveau, je vous en parlerai absolument. Voici les dernières nouvelles que je vous rapporte immédiatement. Commençons par l'interview de Barack Obama sur son 3e mandat dont a parlé Benny Johnson. Envisagez-vous un 2e, voire un 3e mandat? Vous savez, si je pouvais organiser les choses de façon à devoir un double, un homme ou une femme, et qu'ils aient une oreillette dans l'oreille, et moi je serais simplement assis dans mon sous-sol en survêtement en train de regarder des documents et je pourrais souffler les répliques. Et quelqu'un d'autre s'occuperait de tout le bavardage et des cérémonies, ça m'irait tout à fait. Waouh! Incroyable, c'est un aveu étonnant. C'est incroyable comme ces gens doivent toujours être sous les projecteurs. Ils doivent absolument s'en vanter. C'est l'essence même de la banalité du mal, l'avoir sous les yeux. Donc, l'histoire avec Biden a été pensée et réalisée par quelqu'un, soit sous la direction, soit avec la participation de Barack Obama. Mais continuons. Nous avons parlé d'esclaves sexuels, de viols collectifs, de drogue et finalement de meurtre. Peut-être que tout cela est vrai. Eh bien, peut-être pas, mais continuons à regarder. La pelote, le fil se déroule là-bas. Voici la vidéo que je vais vous montrer. L'enregistrement a été fait en 2018, c'est-à-dire en 2018. Il est si clair qu'il s'agit du mandat du 45e président. L'acteur hollywoodien Terrence Howard affirme que des hommes prostitués, après avoir reçu une bonne dose de drogue, ont couché avec le basketteur LeBron James et l'ancien président Barack Obama. Il y a un certain Jay-Z qui est chanteur, ainsi que beaucoup d'autres. L'ex-petite amie de Diddy, c'est Cassie Ventura, qui a elle-même été la première à porter plainte contre lui, a confirmé que la personne qui a tiré dans l'hôtel Trump est Julian Oddy. C'était l'esclave sexuel engagé Diddy. Et donc Diddy, Hilary Barack discutaient de la façon de tuer Donald, ce qui signifie que celui qui a tiré, c'est justement ce Jonathan Oddy. Il travaillait pour Diddy comme prostituée, à la fois pour lui et pour servir d'autres personnes, étant à la fois bénéficiaire et prestataire de ses services.
Et cette même femme, celle qui a intenté un procès avec Ventura, elle aussi, donc, selon la commande de Didi, était rachetée. L'affaire commence à devenir complètement hors du commun, n'est-ce pas? C'est un homme nommé Jonathan Odie. Il était danseur chez les Chippendale, un artiste pour adultes, pour le dire poliment. Il est allé au terrain de golf de Trump à Miami et, selon ses propres dires, il a tiré sur un lustre pour essayer d'attirer l'attention de Trump. Je vous conseille de regarder le témoignage vidéo. Tout y est accessible, vous pouvez le constater par vous-même. Jonathan Odie n'arrive étrangement pas à obtenir un procès. Après ces témoignages, il a avoué avoir tiré sur le terrain de golf de Trump pour attirer son attention, sans blesser personne. Pourquoi? Il a dit qu'il existe une cabale qui essaye de tuer Trump. Avant de passer à cette affirmation, examinons une autre déclaration très intéressante qu'il a faite. Il a dit « Je suis l'esclave sexuel de Didi et on me paie pour avoir des relations sexuelles avec sa copine. Elle s'appelle Casey et voici combien on me paie et j'ai un accord de confidentialité. » En 2018, l'affirmation la plus incroyable qu'il ait faite s'est révélée être vraie. Nous devons donc examiner toutes ces autres déclarations. Et ensuite, il a dit qu'ils allaient tuer Trump. Il a dit qu'ils allaient tuer Trump. Un complot satanique. Comment vont-ils faire ça? A demandé le policier. Jonathan Odie répond, ce sera comme avec Kennedy. Ils le feront devant la caméra en direct lors d'un événement de campagne. Ils lui tireront une balle dans la tête. En 2018, Odie a déclaré que les conspirateurs prévoyaient de tuer Trump lors de son discours public dans la rue quelque part, et qu'il devait être tué, comme Kennedy, d'une balle dans la tête. Comme nous le savons, tout cela s'est produit, seulement le tireur a légèrement raté sa cible. Il raconte qu'Obama et Hillary font partie d'un culte satanique prédateur, semblable à celui des Illuminati. Il décrit comment il l'a découvert. J'ai entendu ça, a dit Toddy, parce que Didi en parlait au téléphone devant moi, alors que j'étais dans son lit. Alors, vous sentez déjà la montée d'adrénaline? La suite sera encore meilleure. Ce n'est pas pour rien que vous avez attendu l'épisode final de la vidéo. Oui, voilà, si vous connaissez l'anglais, messieurs, trouvez et regardez Benny Johnson. Il lui arrive parfois de faire des émissions fantastiques. Un petit passage très intéressant ici. Un extrait très intéressant ici d'un avocat qui est apparu sur News Nation et a dit « J'ai vu des enregistrements avec les plus grandes stars parmi les plus grandes stars. » Qu'est-ce que cela signifie? Aux orgies chez Didi? Quoi? Les stars les plus en vue? Elle en dit bien plus que Didi. Quoi? Attendez une seconde. Eh bien, Didi est vraiment une grande célébrité. Que signifie être beaucoup plus célèbre que Didi? De quoi peux-tu même parler? Un porno où, soi-disant, Didi est avec des stars encore plus célèbres circule en ce moment. Il circule de main en main. Eddie Griffin, un humoriste connu, dit que Didi est un homme mort, qu'il ne sortira pas vivant de prison après son arrestation pour trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Sur qui peut-on avoir un tel compromat pour qu'on te fasse une Epstein? Eh bien, nous savons qu'Epstein avait du compromat sur Bill Clinton, 27 voyages différents sur l'île, Hillary Clinton y est aussi allée, et nous comprenons tous ce qui est arrivé à Epstein. Alors, qui cela peut-il bien être? Qui cela peut-il bien être? Voici une explication, au cas où vous l'auriez manqué plus tôt. Également, Epstein-Didi amenait de très jeunes filles, offrait à elles et aux personnes influentes de la drogue, puis organisait des rapports sexuels de n'importe quel nombre avec n'importe quel nombre. Qui cela pourrait-il être? Quelles sont les relations entre Didi et Barack Obama? Je veux revenir un peu en arrière, en 2020, lorsque Didi a été interviewé sur le danger que représentait Donald Trump. En fait, nous pouvons remonter encore plus loin, et c'est ce que nous allons faire pour parler de la durée pendant laquelle Didi a été utilisé comme un instrument par le Parti démocrate, et pourquoi cela n'a absolument aucun sens. Mais je veux commencer par la toute dernière utilisation de Didi, parce qu'en 2024, il a été écarté de la scène. Ne vous inquiétez pas, il a été remplacé. Lisa Oproy était aussi présente, bien sûr. Aux soirées. Ce qui est drôle, c'est que
il n'y a que quelques degrés de séparation. En 2020, Didi a pris la parole et a dit « Les hommes blancs comme Trump doivent être expulsés ». Intéressant. Qui dirigeait tout ça? C'est parti, Tisseux. Si cet homme est élu, nous ne resterons plus simplement à l'écart à nous laisser tuer. Nous n'avons peur de personne, nous nous levons et nous affirmons notre présence. Nous sommes au bord d'une guerre raciale. Les hommes blancs comme Trump doivent être expulsés. Les blancs, comme Trump, doivent disparaître, doivent être expulsés. Et voici d'ailleurs la toujours inconnue Did interviewant le tout aussi inconnu Barack Obama, alors encore candidat au Sénat. C'est-à-dire que personne ne le connaissait, bien avant que nous apprenions son existence. 22, 38, 23, 30. Non, ça me rappelle la coopérative au zéro. Et maintenant, ça va commencer à ressembler à un sauna avec des filles nues. 25, point 15, 26, point 23, 26, point 43, 28, point 15. Au fait, savez-vous qui est actuellement à la tête de l'accusation contre Didi? Le procureur principal a été remplacé, c'est-à-dire que le procureur en chef de cette affaire, remplacé par la fille de Comey, ce même James Comey, l'ancien directeur du Federal Bureau of Investigation qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour 86-47 chefs d'accusation. Pourquoi l'ont-ils envoyé? Et ils l'ont envoyé pour que, Dieu nous en préserve, rien ne fuite dans la presse à propos d'Obama, des Clinton et d'autres personnalités très importantes. Mais ça finit quand même par sortir. Et voici l'interview la plus étrange de John Legend et de sa femme. Le journaliste a demandé à John « Quel est l'endroit le plus étrange où tu as fait l'amour ?» Sa femme a pris l'initiative. 29, 33, 29, 55, 29, 33, 29, 55. Ce truc avec Obama, comment ça? Nous n'allons pas en parler, c'est quoi ce truc avec Obama? Et enfin, le plan final de Benny Odin Sorok, 38 Odin Sorok Sorok 5. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant qui a participé au sabbat chez Didi, au sabbat, pour ne pas en dire plus? Est-ce que c'est clair pour vous qui le couvrez et le protégez? Est-ce que c'est clair pour vous que la même chose arrivera à Didi en prison qu'à Epstein? Le laisseront-ils se pendre?